Bonjour, dans cette séance 20 de C++, nous allons comme promis aborder ensemble le concept de polymorphisme. Le terme de polymorphisme veut dire simplement qu'il peut prendre plusieurs formes, et ici en programmation, en C++, en programmation orientée objet, on va faire référence à nos différents objets, nos différentes classes finalement, qui sont les différentes entités de notre application, et qui pourront prendre, selon en fait l'exécution à faire, leur adopter en tout cas leur propre comportement, c'est-à-dire qu'on va fournir une interface globale pour l'ensemble de ces entités, et ensuite le comportement sera propre à chacune, donc indépendamment de leur type, on pourra utiliser cette interface, mais on va revenir en détail bien sûr sur tous ces différents termes qu'on va voir ensemble au fur et à mesure de la vidéo. Pour l'exemple, j'ai changé un petit peu le code qu'on avait précédemment, qui commençait à être assez important pour en tout cas ce que j'avais à vous présenter. Donc j'ai réduit davantage, parce qu'on va réécrire d'autres petites choses. Donc je vous fais le résumé rapide. On a ici maintenant une classe someone pour représenter quelqu'un tout simplement. Comme je ne veux pas permettre la création d'une personne avec un constructeur par défaut, il est désactivé, donc supprimé. On a un constructeur simple qui demande juste un nom, et une petite méthode en fait pour dire bonne nuit, d'accord, tout simplement. Donc là par défaut, vous pouvez voir, je vous montre ça rapidement, que un objet issu de cette classe someone ne veut simplement rien dire, hein, ça affichera son nom, mais on n'aura aucun message précis. C'est quelque chose d'assez vague et ça va très bien aller pour ce que je vais vous expliquer concernant le polymorphisme. Ici je fais simplement une instantiation et je fais appel à la méthode directement. On va compiler pour voir que tout est bon et ensuite on va passer à la suite, que je vous explique les différentes catégories. Voilà, tout simplement ce que nous avons ici. Le but du polymorphisme va être de pouvoir, comme je vous ai dit, fournir une interface globale et générique à l'ensemble de nos entités. C'est-à-dire qu'on va permettre, par exemple ici, de faire parler plusieurs personnes, donc ici en l'occurrence leur faire dire bonne nuit tout simplement, indépendamment de ce qu'elles seront réellement. On est d'accord ici, j'ai fait le choix arbitraire de désigner quelqu'un. Quelqu'un c'est très vague, on ne sait pas vraiment, quelqu'un ça peut être un peu n'importe qui. Et on va faire référence justement à des gens qui parleraient dans différentes langues, que ce soit par exemple une personne française, une personne japonaise, indonésienne, anglaise, etc. Et à partir de là, adapter ce comportement. Pour autant, nous pourrons faire parler les personnes indépendamment de ce qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer plusieurs instances de quelqu'un et ensuite faire appel à leur méthode, donc à leur service, à leur fonctionnalité, et vous verrez que ça s'adaptera totalement à ce qu'elles sont, donc le type réel qu'elles présentent. Donc ici nous avons finalement le type statique, d'accord, c'est le type global, le type un petit peu, on va dire le type de base, hein, la classe de base que nous avons ici, et on va pouvoir ensuite créer d'autres éléments. Donc on va en faire une première déjà, qui sera une classe dérivée, donc c'est là qu'intervient l'héritage, parce qu'on va parler ici de polymorphisme d'héritage, attention à ne pas mélanger avec le polymorphisme ad hoc notamment, que nous avions vu un peu précédemment avec la surcharge des méthodes des fonctions, c'est quelque chose qui existe aussi. Là on parle vraiment du polymorphisme induit avec l'héritage, et donc rattaché à la programmation orientée objet. On va faire un autre élément, assez rapide, on fera du copier-coller s'il faut. Je vais créer... Alors j'ai mis ça someone, donc on va mettre comme ça. English, je pourrais mettre des noms beaucoup plus longs, mais ce sera plus rapide, plus pratique pour la vidéo, ça va éviter d'avoir des noms à rallonge aussi. Et bien sûr, en temps normal, j'aurais mis des noms beaucoup plus explicites que ça, parce que là du coup c'est anglais, mais anglais quoi? Anglais un document, anglais une personne, anglais, oui, on ne sait pas trop. Hop. Je vais mettre les éléments ici, ce sera plus pratique. Je reprends ceci. Donc ça, c'est ce qui va représenter personne en tout cas qui parle l'anglais. D'accord ? C'est pour ça que je dis on aurait pu choisir un nom de classe beaucoup plus précis, beaucoup plus explicite en tout cas que simplement English comme ceci. Mais ça ira très bien. Je vais, bon, on va pas créer ici, donc je vais pas le refaire à chaque fois. On va économiser un peu de ligne ici. Ça nous intéresse pas pour le moment. On verra éventuellement ce qu'on fait par la suite. À la rigueur, même le nom aurait pu être enlevé. On verra si éventuellement on enlève pour que ce soit un peu plus léger. Et ici, English HPP. Voilà ce que nous avons. Donc le but, ici, c'est nous avons notre classe statique, la classe de base, et on va vouloir faire dériver English de cette classe someone. Donc on y va, on met en place cette relation d'héritage pour dire qu'une personne qui parle l'anglais est finalement
une sorte de quelqu'un, c'est quelqu'un. Donc on comprend parfaitement cette relation d'héritage que nous avons ici. Donc je fais ma relation d'héritage telle quelle, et à partir de là, automatiquement, tout ce qui est dans someone, à l'exception des constructeurs, rappelez-vous, ça il faut faire la transmission explicite mention eux, et bien nous avons tous les éléments que nous voulions par la suite. Donc notamment ici ce qui est transmis. À partir de là, donc parce que nous avons cet élément là, cette classe, nous allons indiquer que cette méthode est virtuelle. Cela est prévu en fait de sorte de dire qu'il va falloir à l'exécution qu'on pense à aller voir un peu plus loin, d'accord, dans les dérivations éventuellement des classes, plutôt que de se contenter finalement de cette classe de base. De dire finalement, quelqu'un, quand il dit bonne nuit, on l'a vu tout à l'heure à l'exécution, ça fait pas grand chose, on n'a pas de. C'est trop vague, on n'a pas assez d'informations à ce niveau-là, ça ne nous intéresse pas en soi. On ne veut pas forcément faire parler cela. On utilise simplement cette classe comme base commune à plein de personnes différentes qui parleront plusieurs langues différentes. Et pour autant, on veut permettre par la suite de dire tout le monde dites bonne nuit, et que les gens puissent chacun dire bonne nuit à leur manière, d'accord, dans leur langue. Et c'est ça tout l'intérêt, encore une fois, du polymorphisme. Vous voyez, ça prend plusieurs formes. C'est le même service, la même interface qu'on distribue pour chacun. Par contre, c'est indépendant en fait du type réel de chaque entité que nous avons derrière. Donc pour moi, l'entité réelle, donc un type réel, on n'en a qu'un seul, on a ce type-là. On en fera éventuellement un deuxième pour voir un petit peu par la suite. Donc on y va. Ici, on va indiquer que la méthode est virtuelle avec le mot-clé virtual, tout simplement. Vous pourriez avoir une implémentation. Alors ça, je le précise parce que dans d'autres langages de programmation, quand on a un élément virtuel ou abstrait, on peut utiliser, on retrouve éventuellement le mot-clé abstract. On n'a pas forcément d'implémentation à faire. Donc ça dépend des langages, mais sachez que c'est plus, parce que j'ai ici, par exemple, totalement autorisé. Je peux avoir l'implémentation d'un élément qui est virtuel, d'accord ? Je vais l'enlever parce qu'encore une fois, ici, ça n'a pas d'intérêt pour la vidéo à ce stade, donc on peut l'enlever aisément, mais sachez que l'implémentation est totalement possible. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc j'ai ma signature ici, d'accord ? Et ensuite, je vais reprendre exactement la même signature. Donc ça ne change pas, c'est toujours pareil, c'est ce que j'avais ici. Sauf que je vais penser à ajouter le mot-clé override, pour dire qu'on fait une redéfinition de la méthode. Ça veut dire qu'il ne va pas appeler l'implémentation de cette méthode, bon là je l'ai enlevé donc il n'y a pas de risque, mais il aurait pu appeler celle-ci par défaut, mais de dire attention, si c'est un objet, une entité de la classe English, tu dois appeler son implémentation à lui. D'où la redéfinition et le fait de l'indiquer explicitement avec le mot-clé override. À partir de là, je reprends toute la signature ici, et on va écrire les choses directement. Et vous voyez que là, ça va commencer à se spécialiser grâce à la dérivation nous avons faite avec justement cette relation d'héritage. Donc tout à l'heure, alors ça que au final, bon je vais le remettre, désolé, on avait juste ça. Là on va reprendre l'information ici et indiquer, voilà, personne qui parle anglais, elle va pouvoir dire les choses à sa manière. On va mettre un petit point, non, on va mettre point d'exclamation, pas de ponctuation, juste rester comme ça. Tout simplement, voilà, il a sa manière de dire les choses. On va laisser ça. Ok. Ici, on va directement faire appel à ça. Voilà, de toute façon, là, il va me manquer un élément, parce que je vais avoir besoin... Comme j'ai fait pas mal de copier-coller, il faudra sûrement que j'ajoute des fichiers d'en-tête. Ok, bon, si normalement, de toute façon, c'est pas grave, je les ajouterai. Encore une fois, je pense surtout à ce que je vous dis et pas tant au fichier d'en-tête ici. Donc voilà, donc ça, comportement de la classe de base, le type statique, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Nous, ce qui nous intéresse ensuite, c'est tous les types dérivés qu'on va avoir. Donc on a ça, et par la suite, je vais pouvoir aussi... Donc on va le faire la suite, tant qu'à faire. Voilà. Le nom, bon c'est vrai qu'en soi le nom j'aurais pu l'enlever, on va le garder de toute façon. On va le garder ici, ça ira très bien. Alors là je change, vous voyez, comme je fais des modifications, faut pas oublier la moitié.
et je dois pouvoir dire la même chose. Voilà. Alors on n'a pas encore vu des structures de données, des conteneurs, des collections comme les tableaux, les listes, etc. Des choses qu'on verra par la suite dans le cours, ne vous en faites pas. Donc forcément ici je vais avoir un peu de répétition de code, je ne vais pas passer par une boucle pour certains éléments, parce qu'il nous manque encore pas mal de choses. Je ne peux pas genre mettre tout un tas d'objets dans une seule structure, mais c'est des choses qu'on verra plus tard, donc on pourra aborder ça à ce moment-là. Donc là le but quand même c'est que vous compreniez ceci, c'est qu'on doit pouvoir faire parler différents personnages, encore une fois, après indépendamment de ce qu'ils sont. Alors là pour le moment, bon, on utilise directement le type réel, mais vous verrez par la suite l'avantage que ça peut avoir. Donc j'ai ça, normalement c'est bon. Oui, alors on va créer évidemment le nouveau. Ça va de soi. Donc je fais ça tout de suite avant de recompiler quoi que ce soit. Parce que si on n'a qu'un seul exemple, on sait pas, ça fait pas beaucoup. L'intérêt quand même c'est d'avoir un peu plus de spécialisation. Oui, ça commence à faire beaucoup de fichiers là. Comme je zoome bien pour la vidéo. Main, someone on va le mettre là. English on l'a fait. Ici. Ok. Donc je prends un peu le temps de faire tout le changement. Voilà. Lui aussi hérite de someone. Redéfinit cette méthode. D'accord? Donc ça ne change pas. Et c'est ce que nous allons faire ici. Voilà, il redéfinit et lui ne dit pas good night, il va dire éventuellement slamat malam. Voilà, comme ça on a la redéfinition qui est faite ici. Je pense que c'est bon pour les différents fichiers, on va recompiler déjà, en plus si j'ai fait des petites erreurs d'inattention, ça permettra de les corriger. Voilà, il manque peut-être des choses. Ah oui, je l'ai mis dans le... Pardon, il faut que je les mette dans la définition. Ça, c'est à cause de mes copier-coller, oui. Évidemment, c'est que pour la définition. Voilà, pas besoin de rajouter pour la suite. Donc on est bien dans English, on est bien ici. Ok, après on a une autre erreur, mais c'est normal. Je voulais qu'elle soit là pour vous en parler, parce qu'on ne l'avait pas fait précédemment. Voilà. Donc là, nous avons une première erreur. Vous voyez, sur l'attribut name, alors il y en aura peut-être d'autres, on verra après. Mais déjà, je voulais surtout qu'on s'attarde sur l'erreur concernant l'attribut name, puisqu'on vous dit tout simplement que cet attribut est privé, d'accord? Et on essaye donc d'accéder à un attribut privé depuis ici ces classes-là. Si vous regardez dans someone, d'accord, cette classe-là, l'attribut est effectivement avec un niveau d'accès privé, donc ça veut dire, on l'avait expliqué avant, qu'il est accessible directement que par la classe elle-même, d'accord, au sein de cette classe-là. Automatiquement, si j'essaye d'accéder à cet élément depuis la classe English ou depuis la classe Indonesian, automatiquement ça ne marche pas puisqu'ils n'ont pas cet accès-là. On va donc trouver un compromis, parce que l'intérêt c'est pas de passer ça public. Si on rend l'attribut public, il sera donc accessible partout, et on ne veut absolument pas ça. Donc il existe un niveau d'accès entre les deux qui est protected, protégé, qui veut simplement dire qu'on rend l'accès direct possible à l'élément, ou sa modification bien sûr, à la classe, qu'il a donc déclarée, et ses sous-classes. Donc là, on peut indiquer, puisque finalement on n'a que cet élément-là, protected, et automatiquement, name devient un élément protégé, qui est transmis aussi, en tout cas qui est accessible directement pour les classes dérivées. Donc là déjà, on va avoir dégagé cette erreur-là. Donc ça introduit un nouveau mot-clé qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, et je pense de toute façon qu'on devrait quasiment avoir tout qui va bien. Après, il manque peut-être des éléments, parce qu'encore une fois, j'ai ajouté pas mal de choses. Touc. On va au fur et à mesure. J'ai fait une faute de frappe encore après. Alors, English N. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Ah oui, il faut qu'on repasse par le constructeur évidemment. Ça va de soi, donc on va repasser ici. J'aimerais éviter en fait de devoir écrire davantage de code. Donc si on peut directement juste transmettre les constructeurs, ça m'arrangerait, sinon on enlèvera au pire l'attribut, parce que je ne veux pas rallonger, sinon il va falloir que j'écris des constructeurs partout, et encore une fois c'est vraiment pas le sujet. Donc là ça va passer, mais
C'est vrai que j'aurais aimé quand même qu'il y ait moins de code, moins il y a de code et moins c'est confus en fait pour vous expliquer des concepts, des notions, hein, donc ça va de soi. Mais en tout cas voilà, on arrive quand même à ce que je voulais, donc ça ira bien, il y a un peu plus de code que ce que je voudrais, mais c'est pas grave. Tout ce que vous voyez en tout cas, c'est que voilà, Jacques qui parle en anglais s'exprime dans sa langue, d'accord, et Bunda qui est indonésienne s'exprime dans sa langue aussi, indépendamment. Alors tel quel, on pourrait se dire, bah oui, en fait c'est logique, de toute façon ils ont chacun leur méthode telle quelle, donc en fait là on pourrait même virer someone, ça marcherait. Ça marcherait en fait tel que c'est fait ici. D'accord, le someone ici n'a pas d'utilité. Si on fait tout ça, la différence va s'opérer surtout quand on va manipuler non plus des personnes, voilà, des Anglais ou des Indonésiens, mais des personnes de ce type. C'est-à-dire que par la suite, et ça on le verra quand on abordera les structures de données, les conteneurs, etc., plutôt que de créer volontairement en fait ce type de personnes, on pourra avoir une structure de données, par exemple une liste de personnes. Donc on fera une liste de someone. Et dans cette liste, on pourra y mettre toutes les personnes qui dérivent de ce type-là. Parce que rappelez-vous, ça c'est le type de base. On pourra mettre à la fois des Anglais, des Indonésiens, pourquoi pas par la suite permettre d'ajouter des Français, d'ajouter voilà, des Japonais, des gens de tout pays différents. Et ensuite, via une simple boucle, puisqu'on aura un élément, une structure complète, on pourra dire, en fait, pour toutes les personnes de la liste, eh bien, vous dites bonne nuit, d'accord? Et ça s'adaptera automatiquement à leur comportement, à leur type à eux. Ça ne fera pas appel en fait à un type ou une méthode générique, puisque chacun aura redéfini sa propre méthode, donc sa manière de dire bonne nuit. Et c'est là tout l'intérêt, encore une fois, du polymorphisme, le fameux prendre plusieurs formes, d'accord? Donc voilà tout l'intérêt que ça aura. Donc on fera, tout simplement, on fera une liste, un tableau, peu importe le type, de someone, voilà. Et ensuite, ce qu'on dira, si je note vite fait, c'est même pas un algorithme, mais c'est plus des propriétés, on dira, voilà, on va déclarer etc. de someone, ok, dans lequel on mettra évidemment initialiser donc plusieurs objets dérivés. Ok, et ensuite on dira pour chaque someone, donc chaque personne en fait de la liste du tableau, faire appel à donc, la méthode goodnight, tout simplement. Et ça s'adaptera automatiquement à l'élément qu'il y a, puisque en fait il y aura une résolution dynamique qui sera faite à l'exécution du programme, et donc on saura cette personne là en fait c'est un objet de la classe English, donc il doit appeler sa méthode à lui, mais lui c'est de la classe Japanese, donc il appelle sa propre méthode, et ainsi de suite. Quel avantage de ça, donc le polymorphisme en lui-même, c'est que vous n'avez jamais besoin de faire des vérifications, vous avez un code générique. À aucun moment en fait vous aurez besoin de faire quelque chose de ce style en fait. Si c'est un onglet, alors appeler sa méthode à lui, d'accord? Sinon si, je pense que vous commencez à comprendre voilà, le problème qu'il y aurait à faire cela. On aurait beaucoup de vérifications à faire, de vérifier en fait de quel type de classe est un objet, d'accord, quelle instance de quoi, et surtout le jour où vous voulez en ajouter, vous devez réécrire tout votre code. Et admettons que vous utilisez des méthodes qui demandent par exemple de faire passer un type d'information du style vous voulez utiliser des fonctionnalités pour les Anglais, c'est pas générique. C'est-à-dire que le jour où vous voulez que les Indonésiens puissent faire la même chose, vous devrez écrire une deuxième méthode où vous devrez faire en sorte de vérifier ce que vous passez. Si c'est un Anglais, à nouveau il fera ça. Si c'est un Indonésien, il fera plutôt ça. Et vous n'avez pas de code générique. Alors que fonctionner sous un type commun qui est celui-ci, et avoir une méthode ensuite qui dit moi en fait peu importe le type de personne que j'ai, il sera capable de faire quelque chose parce qu'il aura redéfini son propre comportement. Et le polymorphisme, c'est ça, c'est vraiment de prendre plusieurs formes. On a une déduction finalement du comportement à prendre à l'exécution, une résolution dynamique, et indépendamment de tout le reste, c'est beaucoup plus facile à faire évoluer du code tel quel. On peut ajouter encore une fois, vous voyez, des personnes d'un autre pays, sans forcément casser le code qu'on aura existant.
Alors là, encore une fois, on n'a pas trop cette généricité à ce stade, puisque nous n'avons pas encore vu les conteneurs, notamment les tableaux, on n'a pas encore vu les tableaux. Je pense que c'est ce qu'on verra de toute façon, peut-être à la séance prochaine ou après. Et avec ça, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile, parce qu'on ne va pas directement déclarer ici ceci. On créera un tableau de ça, puisque vous savez qu'il faudra forcément créer un conteneur d'un seul type. Donc si on crée un tableau ou une liste d'anglais, vous ne pouvez pas mettre d'Indonésiens avec eux, c'est pas possible. Alors qu'en utilisant le type de base, le type commun, comme il rassemble, il regroupe plusieurs types différents, et bien là vous pouvez mélanger les personnes, et ça fait un monde beaucoup plus beau, donc c'est merveilleux. Voilà, tout simplement. Ok, on continue, on va avancer un petit peu, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire en tout cas là-dessus. Alors vous ne pouvez pas faire, tout à l'heure c'est pareil, je vous ai rapidement reparlé du polymorphisme ad hoc, vous ne pouvez pas le faire au niveau du polymorphisme d'héritage, c'est-à-dire qu'ici, j'ai une signature, d'accord, pour ma méthode, ici, dans une classe dérivée, je ne peux pas changer cette signature. Par exemple, ici, si j'avais un paramètre int, un entier, je ne peux pas d'un coup en faire un double. Ce type donc de surcharge, ce polymorphisme ad hoc, n'est pas possible. D'accord, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc faites attention, il y a des règles comme ça, des choses qui sont interdites et que vous ne pouvez pas absolument appliquer ici. Donc ça, faut bien garder tout ça en compte. Ok. Ce qu'on peut faire, petit côté intéressant également, pour information, mettons que lui, en fait, l'indonésien, on veut qu'il appelle, parce qu'on avait une implémentation, la méthode de la classe parent, la classe de base. Vous pouvez, depuis une sous-classe, faire appel à une méthode de la classe parente. Il suffit de faire référence à cette classe en question. On pourrait d'ailleurs même faire les deux. C'est-à-dire que là, je ne vais pas effacer ce code, allez, je vais le commenter quand même, et je pourrais très bien dire, tu appelles, depuis someone, avec l'opérateur de résolution de portée, sa méthode à lui. Et là, naturellement, on aura en fait l'appel à cette méthode en question. Donc ça, c'est important. Depuis une classe fille, faire appel à une méthode de la classe parent, vous utilisez le nom de la classe en question, l'opérateur de résolution de portée, vous voyez que d'un coup, Bunda, qui est indonésienne, se comporte, quand elle dit bonne nuit, comme someone, comme quelqu'un de vague, on ne sait pas en fait finalement quelle langue elle parle. Elle est muette, elle ne dit rien. Donc voilà, un petit peu comme ça, comment se passe, vous voyez, ces différents comportements qu'on peut adapter. Et bien sûr, si j'avais laissé la ligne d'en dessous, ça aurait fait les deux, ça va de soi. Première fois où elle dit en fait la même chose que someone, et ensuite elle fait son propre traitement, donc elle dit en fait sa propre phrase. Voilà, donc là elle s'est exprimée 2 fois, et ça fonctionne très bien aussi. Ok, on va aller un peu plus loin, avec un concept, une suite en tout cas de ces concepts, et qui fait qui est un peu différent en fait en C++ comparé à d'autres langages, si vous faites du Java, du Python, du JavaScript, etc., ou du PHP, ce sont des concepts qui changent pas mal. Notamment ce qu'on appelle les classes abstraites ou les interfaces. Il n'y a pas en C++ de mots-clés pour définir ces deux choses-là. D'accord ? Vous ne pouvez pas déclarer qu'une classe est abstraite, ne peut pas faire ceci. Voilà, ça n'existe pas en C++, et on ne peut pas non plus créer d'interface, donc se dire, ici, someone, ça devient une interface. Pour autant, on peut faire en sorte, au niveau du code, au niveau de l'implémentation, que ce soit tout comme, que ça fonctionne vraiment tout pareil, et vous allez voir comment. Une classe abstraite, alors déjà en C++, il n'y a pas de différence réelle en soi entre une interface et une classe abstraite, chose qui diffère dans un langage qui applique les deux. Si dans un langage, je pense par exemple à PHP, vous pouvez avoir les deux, il y a d'autres langages comme ça où vous avez classe abstraite et interface, en Java aussi notamment, et il y a bien une différence entre les deux, ça se joue pas grand chose, mais il y a quand même une différence. Ici en C++, en réalité, on pourrait dire qu'il n'y en a pas, même si vous verrez que, en chipotant un peu, on peut quand même finalement se dire, une interface c'est plutôt ceci, une classe abstraite en C++ c'est plutôt cela. Éventuellement, je vous montrerai la petite différence subtile qu'on peut faire entre les deux en C++. Mais en termes de syntaxe, au niveau du lexique du langage, de toute façon, il n'y a pas de mots-clés pour indiquer cette classe est abstraite et ceci est une interface en C++. Ça n'existe pas. Alors comment reproduire le comportement d'une classe abstraite finalement et d'une interface? Alors pour ceux qui ne comprendraient pas, déjà, dans d'autres langages de programmation, quand on fait référence à ces deux termes, une classe abstraite, c'est une classe qui est trop vague, elle est abstraite. On ne pourra donc jamais l'instancier. On ne va pas pouvoir créer d'objets instanciés, d'objets de cette classe. Ici, en l'occurrence, ce serait une bonne idée de se dire, en fait, on ne peut jamais créer de quelqu'un, parce que quelqu'un, c'est rien. Vous voyez,
on n'est pas juste quelqu'un dans le monde, on est forcément issu d'un pays, on est né quelque part, on parle une langue, à minima, voilà, on vient forcément de quelque part. Donc se dire de pas pouvoir créer quelqu'un, voilà, je sais pas moi, quelqu'un qui vient de je ne sais où, ça pourrait être logique, finalement, de se dire, bah, cette classe de base, elle est abstraite, d'accord? Ça ne représente pas quelque chose de concret, ce n'est pas assez précis, c'est trop vague. Et on pourrait faire ceci. En C++, pour avoir une classe abstraite, il faut qu'au moins une des méthodes que vous avez, au moins une, au minimum, ça peut être toutes, ça peut être 2, 3, mais il en faut au moins une, soit déclarée virtuelle pure. Ici, vous avez une méthode virtuelle, seulement. Pour obtenir une méthode virtuelle pure, il suffit de faire ceci. Le 0, c'est un peu ce qui représente C++ la valeur nulle. D'accord ? Quand on dit nul, en fait, on n'utilise plus tellement la macro en C++, NU2L en majuscule, qui est réservée notamment au langage C, on utilise plutôt le 0. Ceci veut dire que cette méthode est donc une fonction virtuelle pure. Et comme il y en a au moins une seule, et bien ici vous pouvez dire que class someone est une classe abstraite. En revanche, c'est la particularité, si vous avez l'habitude de programmer dans d'autres langages de programmation qui utilisent le paradigme objet, cela ne vous interdit pas pour autant d'implémenter également une méthode virtuelle pure. En C++, vous pouvez le faire. Oui, ça fait beaucoup de choses que dans d'autres langages, on ne pourrait absolument pas. Voilà. À partir du moment où, de toute façon, on a quelque chose dans une interface, une classe abstraite, donc un élément abstrait, on ne peut pas l'implémenter. Et là, bon, quand c'est pur, on devrait encore moins. Mais en C++, vous pouvez quand même. Mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Encore une fois, ici, l'intérêt, c'est de reproduire un peu ce comportement, de se dire, on ne cherche pas, en tout cas forcément systématiquement, à implémenter ça. Donc là, moi, je l'enlève parce que j'estime que faire parler quelqu'un, ça n'a pas de sens. D'accord ? Dans ce cas-là. Je ne vais jamais, en fait, directement faire parler quelqu'un. On va faire parler d'autres personnes qui sont, encore une fois, dérivées de quelqu'un, mais qui ont leur comportement, leur type propre et leur type réel. Ici, ça ne reste qu'un type statique, donc c'est vraiment le type de base, et en l'occurrence ici le type abstrait. Alors comment se fait la différence avec l'interface ? Je vous avais dit qu'il n'y a pas, déjà, on ne retrouve pas syntaxiquement le principe de classe abstraite ou d'interface en C++, il n'y a pas de mots-clés pour ces choses-là, et il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. En réalité, vous pourriez dire qu'il y en a une. Il convient pour les développeurs de dire qu'en C++, une classe abstraite finalement devient une interface ou peut être nommée ainsi quand toutes ces méthodes sont virtuelles pures en fait. Si toutes les méthodes virtuelles que vous avez sont marquées pures, donc sont en fait complétées et terminées d'un égal 0, vous pouvez estimer que c'est le cas. Bon là j'ai mon constructeur, ok, et là, voilà, si j'ai que des méthodes virtuelles pures, on peut dire que ça devient une interface. Et une interface, qu'est-ce que c'est, encore une fois, dans d'autres langages ? C'est un contrat. C'est-à-dire que vous indiquez une liste de fonctionnalités, d'accord ? Alors c'est même une fonctionnalité en elle-même, l'interface, mais elle peut contenir plusieurs méthodes, pas forcément, parce que ce qu'on appelle une interface pure notamment, c'est souvent une interface qui n'a qu'une seule méthode, d'accord ? Ça existe, donc soyez pas choqués si un jour vous rencontrez ça, mais encore une fois, ça dépend, les nommages des langages de programmation. Et à partir de là, si une classe implémente une interface, dans d'autres langages de programmation, elle a l'obligation de redéfinir toutes les méthodes de l'interface. Donc si vous avez déclaré une interface qui a 5 méthodes, d'accord, une autre classe qui l'implémente doit écrire le code, implémenter ces 5 méthodes-là. En C++, vous comprenez que c'est différent, parce que je vous ai dit qu'on peut faire l'implémentation de méthodes virtuelles, on peut faire l'implémentation de méthodes virtuelles pures. Donc encore une fois, on n'a pas forcément la garantie de se dire on est obligé de toujours passer par autre chose. Pour autant, il faudra quand même redéfinir les choses ici. Alors d'ailleurs, ce que je peux faire, parce que là je l'ai passé tel quel, j'ai enlevé le code ici, je vais l'enlever pour English. Voilà, English je l'enlève. Hop, je vais l'enlever ici aussi. Donc English n'a pas redéfini la méthode say goodnight, vous voyez ici. On pourrait se dire, après tout, comme English est une sorte de someone, il en dérive, au pire, si le compilateur ne trouve pas de méthode qu'il a définie lui, il appellera la méthode de la classe parent, puisqu'en temps normal, c'est comme ça que ça se passerait. Donc ça devrait marcher. On compile, et là, automatiquement, on va voir le problème que ça va poser, puisqu'on va changer le comportement que nous avons. Voilà. On voit cannot declare variable en to be of abstract type English. Donc déjà, on va pas pouvoir, à la rigueur, cette erreur-là, on s'en fiche, mais surtout, c'est ça qui va nous embêter, c'est que là, on a un élément qui est virtuel, et on va devoir en fait, alors d'ailleurs on nous a dit que c'est bien pur, et on va devoir véritablement implémenter.
Donc là, on est obligé d'implémenter ça, puisque c'est virtuel pur. On a véritablement ici une classe abstraite. Alors là, voilà, une classe abstraite, ou une interface si vous voulez. Vous pouvez, encore une fois, en C++, là, vous pouvez considérer que les deux sont pareils. Voilà, on peut chipoter pour trouver une différence, mais en réalité, c'est la même chose. Donc on va voir ça, et je vais remettre dans l'implémentation, on va remettre comme avant, évidemment, pour indiquer que, voilà, on a été obligé de redéfinir les choses pour que cela marche et qu'il n'y ait plus de problème. Donc vous voyez, on a véritablement ces différences-là. J'ai une petite erreur, someone... Ah oui, parce que oui, je faisais appel dans Indonésie. Voilà, ici, évidemment, on ne peut plus, hein, il n'y en a plus. Elle n'existe plus, cette méthode, c'est terminé. Voilà, donc je recompile, tout va bien. J'avais juste oublié d'enlever cette petite instruction. Et après, on y va. Et voilà, ça remarche sans problème. Donc ça va quand même vous obliger à redéfinir les choses. Le fait d'avoir un élément virtuel pur va dire, attention, hop, ici, ça dérive. Donc tous les éléments virtuels purs vont devoir être réécrits ici. Petite règle aussi, petite parenthèse, généralement, c'est pas obligatoire, encore une fois, vous voyez que le compilateur ne m'a rien dit, mais généralement ce qu'on fait, quand on a un élément tel quel, d'accord, virtuel pur, on va également indiquer un destructeur virtuel aussi, c'est mieux, enfin d'ailleurs c'est même juste virtuel en fait. À partir du moment où vous avez une méthode virtuelle, c'est bien d'avoir un destructeur virtuel aussi. Pourquoi ? Simplement pour que la responsabilité des données soit propre au type réel. De se dire, toutes les données qu'on pourrait plus tard allouer pour cette classe-là, c'est à son destructeur de se charger de la libération et donc de la responsabilité de ces données. C'est pas à someone parce que c'est la classe abstraite. Vous voyez, c'est trop vague. C'est pas elle en fait qui est un anglais, un indonésien, un japonais. D'accord ? C'est someone. C'est encore autre chose. Donc le mieux, vraiment, c'est de déclarer l'élément virtuel. Donc on peut directement écrire le destructeur. Alors d'ailleurs, je peux même le mettre à 0 en fait, parce qu'en fait c'est... voilà. Hop. Je vais y arriver. Voilà, et comme ça vous avez en fait les éléments pour, si vous voulez, transmettre, d'accord, le tout, et la responsabilité aux autres classes. Alors nous, de toute façon, on n'a pas encore vu les gestionnaires de ressources, on n'a pas encore parlé à ce stade, on a encore beaucoup de choses à voir en C++, mais tout ça, encore une fois, voilà, il y a peut-être des choses qui sont pas encore très claires, vous ne voyez peut-être pas en pratique ce que ça implique, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure que vous allez apprendre à assimiler des choses, vous allez de plus en plus comprendre l'intérêt de toutes les choses que nous avons vues du début en fait à la fin du cours, vraiment au fur et à mesure. Voilà, bon, je vais l'enlever parce qu'encore une fois c'est plus pour ça, mais sachez que voilà, si après vous voulez faire du code correct, il faudra suivre un petit peu ces différentes règles et essayer de faire les choses proprement, mais là on va surtout limiter le nombre de lignes pour qu'il n'y ait pas trop de code pour ce que je vous explique ici. Donc j'espère déjà que tout ça est clair, d'accord ? Nous avons parlé de la transmission des informations avec ce mot-clé protected, on est revenu bien sûr sur la relation d'héritage en elle-même, le fait d'avoir ensuite une classe de base et de pouvoir faire de l'héritage et donc de la dérivation, de la spécialisation via d'autres classes. Ensuite, on a vu comment cela pouvait induire la création éventuelle ou la définition en tout cas d'une classe abstraite, voire même d'interface, que c'est encore une fois en C++ la même chose, à quelques détails précis on veut chipoter. Et après, de pouvoir tout cela mettre en place le mécanisme de polymorphisme, donc le fait d'avoir un élément qui prend plusieurs formes. Parce qu'encore une fois, par la suite, on ne va plus manipuler les éléments que de cette classe ou des éléments que de cette classe au risque de devoir implémenter d'autres types si on en ajoute plus tard, mais on implémentera, en tout cas on va manipuler ce type-là directement et ensuite c'est à l'exécution du programme qu'il y aura une résolution dynamique qui sera capable d'identifier le type réel que nous avons au moment même où il fait un traitement et d'appeler les bonnes fonctionnalités, donc les bonnes méthodes en conséquence. Et on ne se prendra plus la tête ici au niveau des manipulations des traitements de vérifier qui est en train de dire bonne nuit. Est-ce que c'est un anglais, est-ce que c'est autre chose, c'est quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà vraiment tout le principe de ce que je voulais vous expliquer ici. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Je crois que tout est dit. Voilà. Donc n'oubliez pas ça, si vous avez au moins généralement une méthode virtuelle, de déclarer pareil, d'avoir un destructeur virtuel aussi, c'est mieux. Pour C++, question d'habitude, par convention, c'est bien de procéder comme ceci. Mais je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin pour le moment. Encore une fois, il nous manque quelques concepts qu'on n'a pas encore vus ici en C++, mais vous avez déjà un petit peu une idée. Voilà. Donc là, vous verrez l'avantage ici, c'est qu'on n'aura même pas besoin de modifier finalement ce code-là. On pourra juste ajouter des personnes qui parlent une autre langue à un groupe de gens, un regroupement. C'est pour ça qu'on travaillera avec des structures, des conteneurs. Et après, on aura juste à faire une seule fois l'appel à ceci, dans une boucle par exemple, en parcourant toute une liste, tout un tableau. Et
c'est tout, voilà. Et on pourra rajouter plein d'autres types de personnes différents, ça fonctionnera très bien. Donc j'espère que c'était suffisamment clair. Encore une fois, il y a sûrement des choses que j'aurais pu aborder déjà à ce stade du cours, hein, dans cette vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est des éléments, vous voyez, qui fonctionnent beaucoup ensemble, donc c'est compliqué de séparer les choses par vidéo, comme si il fallait voir tel truc avant telle autre chose, alors que finalement, ça fait partie quand même d'un ensemble, et on pourrait tout voir en même temps en réalité. Donc on va avancer au fur et à mesure, de toute façon, par rapport à ce que nous avons. Je pense que pour la suite, justement, ça fera une bonne transition. Nous passerons au conteneur. Nous allons commencer à aborder les premières choses. A priori, on devrait aborder les tableaux. Voilà. Je peux le dire, si c'est pas ça, de toute façon, vous le verrez très vite, hein, sur la prochaine vidéo. Mais je pense qu'on va aborder pour la suite les tableaux pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire en C++, quelles fonctionnalités sont offertes par la bibliothèque standard pour manipuler tout ça. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à poser des questions, vraiment c'est important dans les commentaires si vous bloquez sur quelque chose. Là on attaque vraiment, hein, vous voyez, la programmation orientée objet est un paradigme qui peut être assez compliqué pour certains à apprendre, surtout si vous le découvrez avec le C++, si c'est votre premier langage de programmation avec ce paradigme, ça peut être un peu déroutant. Après si vous connaissez tous ces concepts dans un autre langage de programmation, encore une fois c'est surtout une histoire de syntaxe, il faut s'adapter à la syntaxe d'un nouveau langage, mais en soi les concepts logiquement vous les connaissez. Et si c'est pas le cas, ça vous fait des bonnes révisions, ça vous fait quelques rappels, et vous ne pourrez que mieux, voilà, vous en sortir pour la suite. A bientôt, et on parlera donc des tableaux pour la prochaine séance de C++. Ciao tout le monde.